Je vais partager mon écran. Je vais couper la transcription. Bien, bonjour à tous et à tous. Bienvenue sur le 4e webinaire qui a été produit dans le cadre du programme Les Sentiers, qui est sur la thématique de comment consolider le modèle économique des entreprises sociales sur les territoires ruraux. Avant de commencer, je vais me répéter encore une fois, pour que ce soit à l'aise pour tout le monde, n'hésitez pas à couper vos micros, les participants. On aura des temps de questions-réponses à la fin de chaque témoignage. N'hésitez pas à lever la main ou à faire remonter vos questions dans le chat au fur et à mesure. On a une collègue qui est ici et qui les prendra et qui les posera aux intervenants à la fin de chaque témoignage. Et on se laissera un temps de 15-20 minutes en fin de webinaire pour que vous puissiez ouvrir vos micros et poser directement vos questions aux différents intervenants. N'hésitez pas également à afficher votre visage sur la caméra. On va dire un petit temps où on va partager cette présentation, puis après, c'est une mini-présentation, et puis après, on passera en visio pour tout le monde, et c'est plus sympa de pouvoir se voir. Et donc, n'hésitez pas à mettre vos remarques ou vos questionnements, ou partager aussi vos contacts dans le chat, si jamais ça peut permettre à des gens de se mettre en lien. Du coup, le programme Les Sentiers, c'est un programme qui est porté par une structure qui s'appelle le KIF. Le KIF, c'est une association qui a été créée il y a 2-3 ans et qui regroupe aujourd'hui plusieurs autres associations qui sont des incubateurs de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, c'est aujourd'hui le KIF qui porte Les Sentiers. Et dans le cadre du KIF, on a plusieurs métiers. On a un premier métier qui va permettre aux structures de porter Je suis en train de me rendre compte que je te pique la parole, Sandy. Peut-être que je peux te la relaisser. Du coup, je vais juste peut-être me présenter. Moi, je m'appelle Lucas. Je suis chargé de mission chez Rhônapia, un incubateur qui est placé en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on est plusieurs chargés d'accompagnement aujourd'hui présents ici, dont Sandy. Et Sandy, je vais te transmettre le micro à ce moment-là et te permettre de te présenter. C'est pas grave. Du coup, oui, Sandy Loapre. Donc, moi, je suis chargée de mission implantation à l'adresse Normandie. Donc, effectivement, le programme Les Sentiers, c'est un des programmes qui a été développé par le KIF, donc qui est un collectif d'une dizaine de structures d'accompagnement dans l'innovation sociale en France. L'objectif de la création de ce collectif, c'est vraiment de se mettre ensemble pour expérimenter des choses qui sont parfois difficiles à faire seules et du coup pouvoir les mener à plus grande échelle aussi, et également de transférer les compétences qu'on peut développer en créant différents programmes. Je peux passer à celle d'après. On a déjà au niveau du KIF développé plusieurs actions, notamment un programme d'accompagnement qui s'appelle Épilogue dans le domaine de la mort. C'était sexy comme thème pour démarrer nos activités. On a également développé un programme en partenariat avec la MSA sur le domaine inclusion et ruralité, donc en particulier sur les enjeux d'alimentation en ruralité. Et puis, on travaille aujourd'hui donc sur un référentiel d'évaluation d'impact social pour que nous aussi, à notre échelle, du coup, on puisse évaluer l'impact qu'on a sur les projets, les structures qu'on accompagne. Et donc, Les Sentiers, qui est le programme dans lequel se situe ce cycle de webinaires. Donc là, on arrive au 4e webinaire dans le cadre donc, de ce programme d'accompagnement à la pré-implantation en ruralité. On a quelques mots après, voilà. Je te repasse la parole, Lucas. Je te remercie. Désolé encore. Les Sentiers, c'est un parcours du coup qui a été, donc c'est une expérimentation qui va durer 2 ans et on arrive au démarrage de la 2e année du second programme. C'est un programme qui est structuré plutôt autour de 3 temps forts. Un premier temps de 2 jours qui permet d'accompagner une douzaine de structures de l'ESS autour de la question du choix d'un territoire, autour de la question d'une stratégie d'essaimage et
et qui travaille aussi sur une étude de faisabilité territoriale. Au terme de cet accompagnement de jour, l'idée, c'est que vous puissiez avoir une idée claire de quelles sont les différentes typologies d'essaimage qui sont possibles pour les structures de l'ESS. Vous arriviez à vous positionner, vous, en tant que responsable d'association ou de structure de l'ESS globalement, sur quel territoire vous avez envie d'aller explorer. Donc ça, c'est les 2 premiers jours. Ensuite, il y a un accompagnement en local qui est fait par les incubateurs partenaires du KIF et qui vous permet de venir comprendre le fonctionnement du territoire sur lequel vous souhaitez essaimer. On, on vous aide à le décrypter, on vous aide à vous mettre en relation avec des partenaires potentiels, que ce soit des partenaires opérationnels qui pourraient devenir des collaborateurs avec lesquels vous pourriez coopérer pour mettre en place vos innovations sociales sur ces territoires, comme des partenaires qui sont plutôt des partenaires financiers et qui pourraient financer ces actions-là. Le 3e temps fort, ce sera de nouveau un séminaire de 2 jours qui arrive à la suite de cet accompagnement sur mesure en local et qui vient traiter plutôt la question de l'adaptabilité de votre solution et des premières étapes qui vont permettre l'expérimentation sur ce territoire. En parallèle de ça, il y a du coup ce contenu dont parlait Sandy sur la ruralité. Donc, on arrive au 4e webinaire sur les enjeux autour de l'essaimage en ruralité. Et pour information, tous les webinaires qu'on a fait jusqu'à présent sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne de Ronalka. Donc, si jamais vous voulez vous informer sur les différentes thématiques qui ont été traitées au fur et à mesure du programme, au fur et à mesure des webinaires en tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au webinaire précédent avec des intervenants de qualité. On se laisse environ 1h30 ensemble aujourd'hui, avec un premier temps où on va prendre la parole avec Sandy pour une petite introduction de 5-10 minutes sur la question des enjeux pour consolider son modèle en ruralité. Puis après, on laissera la part belle du coup à nos 3 intervenants qui sont Nadia Guigné, du coup, qui est la directrice et cofondatrice d'une association qui s'appelle l'Air Aéré. Eric Petrotto, qui est cofondateur et PDG de la fabuleuse cantine, et je vous la présenterai un petit peu plus juste après. Et enfin, Frédéric Hello, qui est le directeur ESS de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et qui viendra présenter à la fois le rôle des banques en tant que banque et mécène sur l'accompagnement des structures de l'ESS en ruralité, et un petit peu la vision aussi que peut avoir sa structure sur l'accompagnement et le financement des structures en ruralité. Et on se laissera, comme je vous le disais, une part belle aux questions-réponses en fin de webinaire. Sandy, je te relaisse la parole. Donc, effectivement, avant de donner la parole à nos témoins intervenants, l'idée, c'était juste de vous apporter quelques éléments de contexte sur cette question du modèle économique en ruralité. Donc, le premier élément, c'est qu'il y a des enjeux spécifiques au monde rural. Le premier étant la faible densité. Effectivement, en milieu rural, on a une population éparse, on a des distances plus importantes qui font qu'on a des volumes d'activité qui sont souvent moindres, des coûts supplémentaires. Qui font que les acteurs de l'économie classique se désintéressent parfois de ces territoires et que donc l'économie sociale et solidaire peut y trouver sa place. Mais il y a un enjeu d'autant plus fort à travailler l'hybridation des modèles économiques. Et on verra ça à travers les témoignages. Voilà, on peut avoir une hybridation du fait de multiples activités, de multiples partenaires, une mobilisation de citoyens, de bénévoles et une hybridation de ressources également. Le deuxième enjeu, c'est que en milieu rural, même si l'économie sociale et solidaire est historiquement présente, notamment dans la coopération agricole, et qu'elle joue un rôle vraiment important sur ces territoires ruraux, dans tout un tas de domaines d'activité, comme les services à la personne, le sport et loisirs, l'insertion, la culture. Son rôle reste encore souvent méconnu par un certain nombre d'interlocuteurs, les services publics notamment, mais pas que, et qui donc il y a un temps d'acculturation qui est parfois nécessaire à intégrer dans les échanges quand vous arrivez sur ces territoires. Face à ces enjeux, on a identifié, et on verra à travers les témoignages, différentes manières d'hybrider du coup son modèle économique, de consolider son modèle économique pour que la structure puisse s'intégrer et perdurer en milieu rural. Donc la première chose, c'est la question de l'hybridation. Comme je l'évoquais juste avant, on peut hybrider son modèle en développant de nouvelles activités
dont par exemple une activité accessoire plus rentable, entre guillemets, qui va financer des activités plus sociales. À titre d'exemple, une structure qui va intervenir auprès des personnes âgées en milieu rural, qui peut aussi organiser des conférences et facturer du coup des conférences à des grands groupes sur des enjeux autour de la nutrition, par exemple, des personnes âgées. On peut aussi hybrider son modèle en allant chercher différentes cibles et du coup réfléchir à des tarifications différenciées, par exemple, en fonction de nos différentes cibles. Et enfin, en allant chercher des partenaires aussi qui vont, par exemple, pouvoir financer la prise en charge de tel ou tel service pour certaines catégories de population. Donc ça, ce sont des enjeux qui ne sont pas forcément propres au milieu rural. Hein. Dans l'économie sociale et solidaire, l'hybridation des ressources, c'est un petit peu incommun, mais c'est d'autant plus fort en milieu rural du fait des enjeux que j'ai un petit peu développés juste avant. La deuxième chose qu'on peut mettre en place, et ça c'est d'autant plus important sur ces secteurs-là, c'est de s'inscrire dans les politiques locales. L'économie sociale et solidaire répond particulièrement à des enjeux en milieu rural en termes de création d'emplois durables, de réponse aux besoins des habitants, des territoires, de transition écologique, de cohésion sociale. Et elle est porteuse vraiment d'innovation sociale ou environnementale dans ces domaines-là. Et il y a un enjeu en fait à le faire connaître auprès des acteurs locaux et à s'inscrire du coup dans les politiques locales thématiques ou dédiées à l'économie sociale et solidaire. On a ici noté quelques politiques bien identifiées comme les programmes alimentaires territoriaux, les programmes leaders, les programmes de développement rural régionaux, ou d'autres thématiques comme les conférences des financeurs ou des appels à projets. C'est loin d'être exhaustif et on a mis une ressource là de l'Avise sur ce sujet-là. Mais c'est vraiment des choses à creuser en fait pour que vos projets, vos structures s'inscrivent dans ces politiques-là et le fassent connaître. Une fois qu'on a identifié ces politiques-là, on a différents modes de contractualisation avec les collectivités. Donc là, on a repris un schéma, vous allez retrouver sur le lien la fiche de façon plus lisible, mais notamment avec les collectivités locales, il y a plusieurs manières de travailler en fait. On peut travailler sur la commande publique avec à l'intérieur différentes manières de contractualiser, ou bien avec des fonctionnements de type appel à projet, subvention. Mais il est important en fait pour les structures de l'ESS de bien connaître le fonctionnement des collectivités pour pouvoir s'inscrire dedans et contractualiser en fait dans la durée, ce qui permet de sécuriser aussi les modèles économiques. Et il y a dans certaines notamment collectivités territoriales, une expérimentation de nouveaux instruments financiers, comme des budgets participatifs, des plateformes de financement participatifs aussi, abondés par les collectivités, qui sont vraiment fléchés sur les structures de l'ESS. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments à creuser pour vraiment consolider son action en lien avec la politique locale. Et puis pour conclure, parce que je ne veux pas être trop longue et je préfère donner la parole aux intervenants, l'idée c'est vraiment il y a un enjeu global à faire reconnaître le rôle de l'économie sociale et solidaire sur les territoires et à nouer, comme je le disais, des relations solides avec vos partenaires, donc vos partenaires locaux, qu'ils soient collectivités, qu'ils soient privés. Le rôle des banques peut aussi être important, vous accompagner vous accompagner dans la durée, soutenir la trésorerie et financer votre développement. C'est chez toi, Sandy? Non, bah, je ne sais pas, j'entends un truc. J'ai vu qu'une nouvelle personne venait d'arriver. Est-ce que vous pouvez couper votre... Super, merci Cécile. Et puis enfin, pour ouvrir un petit peu le champ des débats aussi ou des échanges, dans l'ESS et en milieu rural, d'autant plus, il y a un intérêt à peut-être creuser aussi les pistes de coopération et de mutualisation. Alors, bon, j'ai noté quelques éléments comme ça, mais les groupements d'employeurs, les tiers-lieux qui peuvent être des lieux vraiment rassembleurs, les pôles territoriaux de coopération économique, tout ça, ce sont des dispositifs ou des manières de coopérer sur le territoire qui peuvent être d'autant plus intéressantes pour consolider les modèles.
Voilà ce que je voulais dire en introduction. On va pouvoir passer la parole à nos intervenants qui vont nous illustrer tout ça. Tout à fait. Donc, on vous a prévu aujourd'hui un panel avec 3 intervenants ils viennent du coup de 3 structures différentes, avec des typologies de structures et des moyens d'action différents. Euh, on a Nadia qui va pas mal nous parler justement de cette question de la relation long terme qu'elle a pu développer aujourd'hui avec les collectivités territoriales sur les différents territoires où son projet est installé et est également en essaimage. Au niveau d'Eric, on a une vraie expérience de l'essaimage en milieu urbain, puis des tentatives en milieu rural avec une hybridation de modèles et plein de petites actions qui ont permis à travers cette hybridation de venir renverser le modèle initial. Et puis enfin, on a Frédéric qui nous partagera son expérience du financement des structures de l'économie sociale et solidaire et de la vision aujourd'hui de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes autour de l'accompagnement et le financement de ces structures en ruralité. Donc, peut-être pour commencer, je vais couper du coup mon partage d'écran et je vais te donner la parole, Nadia. Euh, Est-ce que tu peux peut-être pour commencer, Nadia, présenter l'RARE, où est-ce que vous en êtes actuellement et, euh, et votre modèle actuel? Eh bien, merci Lucas. Bonjour à tous. Donc, en effet, je suis Nadia Guigné. Je suis la cofondatrice et la déléguée générale de l'association L'Air Aéré. Donc, L'Air Aéré est une association qui est née en octobre 2019, qui a pour mission de maintenir le lien social et prévenir la perte d'autonomie des seniors ruraux. Et pour cela, on mène des actions et des animations d'ateliers collectifs qui permettent d'agir en prévention primaire sur la santé physique, la santé mentale et la santé sociale des seniors. On pourrait se définir comme étant un centre de loisirs itinérant pour seniors, en sachant que aujourd'hui, c'est un modèle qui n'existe pas dans l'univers, les centres de loisirs pour seniors. Il existe aujourd'hui des accueils de jour quand on parle de personnes fragilisées. Eh bien, en fait, nous sommes l'équivalent d'un accueil de jour, mais pour des personnes qui sont encore en autonomie, enfin encore autonomes et qui souhaitent maintenir cette autonomie le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on est présent, alors on est né en 2019 sur le territoire du Beaujolais, donc au nord de Lyon. Aujourd'hui, on agit sur 4 collectivités du Beaujolais, à savoir Beaujolais-Pierre Doré, la communauté ouest-rhodanienne, l'agglo de Villefranche et Belleville, donc la communauté de communes de Belleville-Saône-Beaujolais. Nous sommes présents depuis 2024 également dans le département de l'Ain, où nous intervenons sur les collectivités qui sont le long de la Saône. Et comme l'a dit tout à l'heure Lucas, nous sommes en implantation sur la Loire et plus particulièrement sur le nord de la Loire, avec 4 collectivités également. Donc voilà ce que je peux dire sur l'air aéré. Son modèle initial, donc en termes de modèle économique, donc nous sommes une association. Le choix de l'association, c'était effectivement pour pouvoir aller chercher des financements publics plus facilement, et en particulier la conférence des financeurs, puisqu'on touche des personnes âgées. Donc essentiellement au départ, nous sommes partis avec des fonds propres que l'on a mis, ou des dons, puis de la subvention. Et aujourd'hui, mais j'y reviendrai ensuite, on tend vers un modèle financier hybridé pour que l'on puisse gérer et assumer notre développement depuis ces 5 dernières années. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu, Nadia, du coup, de comment ça s'est passé, peut-être avec, enfin, je trouve ça intéressant, au niveau de ta stratégie que tu as pu avoir avec les conférences des financeurs, comment tu as pris soin de ta relation, du coup, avec la conférence des financeurs du Rhône, pour ensuite aller réussir à convaincre d'autres conférences de financeurs de te suivre dans cette aventure? Alors, c'était en plus très particulier, cette approche. Alors, j'ai, peut-être, ça peut faciliter les choses, mais j'ai aussi, une casquette d'élu sur un territoire rural. Donc,
ça permet aussi de comprendre les attentes des collectivités. Mais en ce qui concerne la conférence des financeurs du Rhône, nous les avons approchés dès 2019, alors que nous étions pas encore ou tout juste, enfin, on venait juste de passer de l'idée à vraiment la création de la structure. Et enfin, ils nous ont soutenus à partir de 2020. Et en fait, quand on les a approchés, on n'avait pas 1 an d'antériorité et d'existence. Or, ça fait partie du cadre normalement légal. Mais comme on avait travaillé très en amont, cette relation avec la conférence des financeurs, ça nous a permis d'obtenir des financements. Et pourquoi est-ce qu'on était allé les rencontrer et comment est-ce qu'on a pu construire ce partenariat fort? C'est qu'on est venu avec une étude de marché, que l'on a prouvé qu'il n'y avait pas ou peu de besoins couverts sur le territoire que l'on avait ciblé, et ils nous ont accompagnés sur ce point-là. Donc, ils nous ont également accompagnés et aujourd'hui, ils nous accompagnent toujours et on est effectivement dans une stratégie partenariale et relationnelle où on fait ensemble, où on échange régulièrement, où on construit. Et ça, c'est juste nécessaire et absolu pour pouvoir effectivement maintenir des subventions et des financements. Et ensuite, pour répondre à ta question, Lucas, comment on a dupliqué? Ben, effectivement, fort de ces donc de 2020 à 2020, fin 2023, fort de ces 3-4 ans de partenariat avec la conférence des financeurs du Rhône, on a pu approcher la conférence des financeurs de l'Ain. Et d'ailleurs, ils nous ont aussi, enfin, il faut préciser aussi que au-delà d'une relation qu'on pourrait avoir entre financeurs et financés, c'est bien plus que ça, puisque le département du Rhône a pu nous ouvrir des portes avec leur homologue de la Loire, de l'Ain, pardon, pour qu'on puisse aller chercher des financements. Donc, c'était important pour nous de pouvoir dupliquer effectivement ce qu'on faisait sur le Rhône dans d'autres départements qui ont aussi la particularité d'être ruraux, mais en ayant effectivement une approche aussi différente, puisque c'est pas parce que ce sont 2 départements ruraux qu'ils ont forcément les mêmes besoins. Donc, mais ça, je crois que c'est la question d'après, par exemple. Et justement, sur, sur peut-être la qualification des besoins, et j'imagine qu'il y a des liens aussi, du coup, tu parlais de territoire, d'établissement public de coopération intercommunale. Comment aujourd'hui tu gères cette question euh, du partenariat sur le territoire et comment tu abordes du coup la relation financeur que tu as avec la conférence des financeurs et le lien avec les EPCI? Alors, donc aujourd'hui, effectivement, la conférence des financeurs, c'est une chose, c'est le payeur. Mais par contre, c'est ensuite un travail constant de déploiement des activités sur le territoire. Et pour cela, c'est effectivement d'identifier des EPCI, donc des communautés de communes, d'identifier les besoins sur ces EPCI, mais aussi d'identifier ce qui existe déjà, aussi, parce que c'est important. Et l'approche qui est faite, en fait, c'est de travailler sur de la sensibilisation et de la réassurance de ces collectivités, puisqu'ils ne sont pas forcément partie prenante financièrement. En tout cas, c'est le premier postulat quand nous rencontrons des collectivités, c'est que on leur indique que nos projets sont entre autres financés par les conférences de financeurs de leur département et qu'ils n'ont pas une obligation financière pour que l'on puisse se déployer sur leur territoire. Donc ça, c'est important. Par contre, ils sont quand même partie prenante sur une partie opérationnelle, les EPCI, ou sur une partie
financière, mais je dirais alors financière cachée, mais je m'explique, à savoir nous mettre à disposition des salles ou nous mettre à disposition un espace public pour qu'on puisse effectivement venir avec le camping-car que vous avez pu voir dans la présentation de l'air aéré. Voilà, c'est important aussi pour nous de travailler ce partenariat avec les collectivités sur cet aspect de mise à disposition de salles, d'espaces publics, de branchements électriques. Et puis, un dernier point aussi, c'est d'identification ou de sourcing de bénéficiaires parce que c'est aussi important qu'ils soient impliqués dans cette partie-là. Et ça nous permet d'alléger une certaine charge de notre travail au quotidien. Et moi, je me pose la question aussi, est-ce que tu as développé aujourd'hui, avec l'expérience que tu as derrière toi, avec l'air aéré, des techniques, des méthodes que tu pourrais transmettre ici sur comment réussir à maintenir le lien avec les financeurs ou les structures publiques et faire en sorte qu'ils soient toujours des alliés pour ton projet sur le territoire. Et par là, j'entends aussi comment tu arrives à continuer à les embarquer sur du financement pluriannuel, alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le SS sur du financement à l'innovation, à l'investissement à un moment donné, et moins sur ce financement long terme. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est effectivement de pouvoir aussi transmettre des bilans et des éléments factuels. Ça, c'est important pour que l'on puisse maintenir la confiance. Donc, en 2024, on a fait une mesure d'impact social qui nous a permis effectivement de réassurer les financeurs que nous avions jusque-là et d'embarquer de nouveaux financeurs. Et puis, c'est un contact régulier, c'est des rencontres régulières, c'est de l'échange régulier, c'est ne pas cacher les difficultés qu'on peut avoir, mais aussi montrer les réussites que l'on a. Donc, c'est aussi important. Et quand je parle des difficultés que l'on a, je pourrais faire effectivement peut-être rapidement un petit retour d'expérience sur le département de l'Ain. Donc, comme je vous l'ai dit, depuis début 2024, on s'est développé, on a souhaité s'implanter et agir sur le territoire de l'Ain. Et on est parti un peu sur ce territoire en disant, ben, c'est de l'autre côté de la Saône, donc pour nous, c'est simple, on a juste quelques kilomètres à faire, les besoins sont les mêmes. Bon, ben, ça arrive de se planter, ça a été notre cas. On s'est vite rendu compte que les besoins n'étaient pas les mêmes. Nous avions obtenu la confiance de nos financeurs et obtenu des financements publics et privés pour développer nos actions. Mais on a mis un temps certain avant de toucher le public et avant d'avoir la confiance des EPCI sur ce territoire-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre approche et les implantations que l'on a, et en particulier sur la Loire, eh bien, on travaille différemment. C'est-à-dire qu'on est d'abord allé rencontrer les collectivités et les EPCI, on a d'abord identifié le besoin pour ensuite aller s'approcher de la commission des financeurs et aller chercher des financements. Voilà, on a inversé notre système d'approche et nos moyens de déploiement pour que l'on puisse toucher au plus près, effectivement, le sujet et pouvoir agir. Donc, dans le prendre soin de la relation, effectivement, je le redis, et ça, c'est essentiel et important, c'est de vraiment bien identifier qui a le pouvoir d'agir et qui a le pouvoir de décision. C'est effectivement d'avoir des contacts réguliers, aussi bien avec les élus du territoire qu'avec les agents des collectivités. C'est important. Et ce qui est aussi essentiel, c'est souvent de les rencontrer les deux en même temps. Parce que comme ça, le discours est le même. Et voilà, c'est beaucoup plus simple ensuite. Et ensuite, c'est de pouvoir aussi rencontrer et travailler avec des acteurs locaux, de les identifier et de coopérer avec ces acteurs locaux. C'est aussi une force de l'air aéré, c'est que quand on se déploie sur des territoires, on va chercher les acteurs locaux, autres structures ESS ou indépendants pour qu'on puisse aussi travailler avec eux
Et c'est un argument fort pour les collectivités ou pour les territoires que de dire qu'effectivement, on vient apporter en plus quelques heures en plus ou du travail sur des territoires qui parfois sont un peu plus en difficulté sur ce sujet-là. Merci. Peut-être pour, finir, tu as parlé en début d'intervention de la question d'hybridation, du modèle. Oui. Aujourd'hui, pourquoi tu parles de ça? Quelles sont tes idées? Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là? Alors, plusieurs choses. Comme je l'ai dit au départ, nous étions sur essentiellement de la subvention publique. Déjà, aujourd'hui, on est allé chercher et sourcer de la subvention publique, mais du financement privé, aussi bien pour mener à bien nos actions que dans le cadre d'investissement également, puisque le camping-car qui était en photo, il a fallu aller chercher les ressources. Donc, ça veut dire aussi du travail et de la coopération avec des financeurs privés. Et on parle d'hybridation puisque je l'ai effectivement évoqué tout à l'heure, la première approche que l'on fait des collectivités, c'est de leur dire qu'ils ne sont pas payeurs et qu'on peut agir sur leur territoire. Pour autant, certaines collectivités viennent à nous et nous propose de contractualiser ou en tout cas de pouvoir agir en leur nom ou pour eux. Alors pas forcément en délégation de service public, on n'en est pas tout à fait là aujourd'hui, mais en tout cas on s'en approche très fortement. Et aujourd'hui effectivement nous sommes prestataires de certaines collectivités, que ce soit des CCAS ou des EPCI, pour agir en leur nom sur leur territoire. Ça c'est le premier point. Et ensuite, l'autre sujet d'hybridation, c'est que, on n'agit pas seulement, alors on travaille évidemment essentiellement avec des collectivités, mais aussi avec des structures privées, type, résidence senior, résidence autonomie et autres. Et là, nous intervenons en tant que prestataires, sur ces structures-là, ce qui nous permet de générer du chiffre d'affaires. J'aime pas dire ça quand on parle d'économie sociale et solidaire, mais pour autant, c'est important, c'est aussi essentiel et ça permet de réassurer les pouvoirs publics quant à notre capacité de pérenniser nos actions et de pérenniser notre déploiement. Super, merci Nadia. Est-ce que je vois qu'il y avait eu une question dans le chat, mais apparemment, oui, Nadia, tu as donné la réponse sur ton intervention suivante. Est-ce D'accord. qu'il y a une personne qui aurait une question avant qu'on passe au témoignage suivant, celui d'Eric? Très bien, et ben du coup, Eric, si tu veux bien ouvrir ton micro, je vais te donner la parole pour la suite. Peut-être, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et présenter la genèse du projet de la fabuleuse cantine et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Merci Lucas, oui bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Eric Petrotto, je suis l'un des 3 cofondateurs du projet de la fabuleuse cantine qui est né à Saint-Étienne en 2017 sous forme associative pour venir réfléchir à comment on peut créer du lien sur un quartier spécifique, en l'occurrence un quartier un peu particulier parce qu'il y avait une école du design, enfin il y a toujours une école du design, un laboratoire du CNRS, une ancienne manufacture d'armes réhabilitée en quartier créatif avec des incubateurs. Donc c'est un quartier nouveau entre habitants et dynamique territoriale qui mélange école et entreprise et incubateur. Et on s'est projeté sur la création d'un lieu, on pourrait nommer un tiers-lieu, mais plutôt un restaurant tiers-lieu. J'insiste sur le mot restaurant parce que le médium principal sur lequel on s'est appuyé, c'est la nourriture. Et dans la nourriture, un projet agroalimentaire où on venait réfléchir à comment on lutte contre le gaspillage alimentaire, comment on maille un territoire et comment on fait de ce médium une opportunité, une super occasion pour créer du lien social et trouver les clés de plus d'inclusion. C'est comme ça qu'est né effectivement le projet de la fabuleuse cantine. Donc aujourd'hui implanté sur plusieurs territoires, mais beaucoup densifié en Auvergne-Rhône-Alpes et il a énormément évolué avec plusieurs constats.
Le premier, c'est effectivement l'épisode Covid est venu rebrasser énormément de cartes. Mais même au-delà de l'épisode Covid, c'était plutôt la pérennité d'un lieu de vie, d'un tiers-lieu, sans s'épuiser rapidement, sans épuiser tout le monde rapidement et avec une pérennité du modèle économique assez hybridée pour que effectivement on ne dépende pas de subventions publiques. On n'est pas contre les subventions publiques, mais à être complètement trop dépendant, on fragilise effectivement, en tout cas c'est comme ça qu'on percevait et qu'on le perçoit aujourd'hui, on fragilise notre modèle. Donc on est plutôt dans la recherche de fonds publics aujourd'hui pour venir initier, amplifier, densifier des actions d'intérêt général dans notre projet et pas dans le cœur même de ce qui construit le modèle économique du cœur d'activité. Aujourd'hui, la Fabulous Cantine, donc on est quelques années plus tard, est passé effectivement cette crise sanitaire et toutes ces réflexions. On a 3 structures. On a une structure qui est cette association historique dont on a changé le code APE et qui est aujourd'hui très focusé sur la programmation sociale et culturelle, qui est un code APE culturel. On a créé depuis un fonds de dotation pour venir amplifier les actions d'intérêt général dont je vous parlais juste avant. Et donc, ça s'appelle la Fabuleuse Expérience et ça vient sur le champ de l'alimentation durable, mais un peu plus largement que ça, l'approche d'économie circulaire, régénérative et même des approches où un digital plus humain. On vient construire des actions comme des parcours pédagogiques, des prix réduits pour les étudiants ou les minima sociaux, ou des actions spécifiques pour lutter contre certaines précarités, en l'occurrence la solitude des étudiants. Voilà, donc c'est des actions très ponctuelles, mais qui viennent être effectivement complètement implémentées dans les Fabulous Cantines. Donc, une association à fond de dotation et le corps et le cœur de tout ce qui agite aujourd'hui l'économie, c'est une SAS qui n'a pas l'agrément ESU, parce qu'à l'époque, il fallait 3 ans d'activité pour venir montrer une forme de patte blanche, même si nos statuts intègrent complètement les prérogatives pour être ESU. Il n'existait pas encore à cette époque, c'est en 2019, la possibilité, dès la création, d'être inscrit dans le SS. Nous, on en fait un prérequis parce qu'on trouve que ça vient un peu figer un projet économique à impact et que ça vient aussi, dans un développement, amener un ton où on vient être attentif à la parité, au plus bas et au plus haut salaire, être attentif au rapport aux dividendes et à ce qu'on laisse pour à la fois rendre plus robuste un modèle et puis globalement ce qu'on peut aussi venir rétribuer pour aussi saluer les prises de risque, parce que ça, c'est aussi important de le souligner. Et donc, on n'a pas cet agrément ESU, mais tout est inscrit dans nos statuts pour pouvoir l'avoir. Et au bout de 3 ans, quand il a fallu passer le Covid et le demander, effectivement, on était trop développé et trop hybridé avec des filiales pour que la structure qui est venue instruire vienne comprendre quelque chose en disant « Ok, vous faites des prix réduits pour les étudiants, vous n'êtes pas les seuls, c'est pas trop… voilà, c'est un peu particulier. » Enfin, on n'a pas creusé la question. Mais bien, je préfère être clair là-dessus parce que j'avais trouvé que c'était quand même assez singulier comme analyse et tout ça pour essayer d'amener effectivement une structure vers ce qui nous semblait être le bon sens sur sa représentation capitalistique. Donc aujourd'hui, on a cette structure de tête qui est une sorte de holding qui a le premier restaurant tiers-lieu à Saint-Étienne en son sein et qui a le reste de la structuration que je pourrais vous décrire en 7 modules. Comme ça, vous comprenez complètement l'écosystème, ce qui est assez complexe. En tout cas, il est sous forme d'une agitation d'un territoire dans sa globalité. Le premier module, c'est un maillage de territoire et des jardins. On a nos 5 premiers hectares qu'on cultive, en plus d'avoir maillé une centaine d'acteurs et beaucoup dans l'agro et beaucoup de fermiers et fermières, donc ces agriculteurs à qui on achète, j'insiste sur le mot achat, c'est pas du glanage, on achète, on réinjecte de l'économie, des invendus bio ou raisonnés, surtout des fruits et des légumes. On travaille avec des éleveurs où on vient effectivement plutôt leur acheter ce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Donc on n'est pas dans la question de l'invendu, mais on est dans la question effectivement de valorisation de leur modèle ou de la consolidation de leur modèle pour venir effectivement amener de l'argent là où ils ont du mal à la transformer. Et donc ça nous permet d'avoir notre matière première en flux subi. Donc on a renversé la façon dont on construit un modèle de restauration ou un modèle de traiteur, c'est qu'on vient avoir des flux subis chaque semaine, tous les 3 jours,
et avec ces flux subis, on transforme en cuisine créative. Donc, une fois qu'on a ce premier modèle effectivement d'achat de matières premières et avec nos jardins, un complément de fruits et légumes pour amener toujours une cuisine créative, on a notre deuxième module qui est le plus important, qui est un laboratoire de transformation. C'est ni une conserverie, c'est ni une légumerie, c'est ni une cuisine centrale, c'est une grande cuisine. Ça peut être à la fois un labo de charcuterie, ça peut être à la fois un labo de traiteur, ça peut être à la fois un labo où on fait des bocaux en grande quantité, c'est à la fois un labo où on vient pré-quitter pour faciliter le travail dans nos restaurants de plein de choses qui sont préparées parce qu'on a des grosses machines. Et donc ça, c'est le deuxième module. Le troisième module, logistique. Quatrième module, commercialisation. Cinquième module, le service traiteur, éco-responsable, très important dans notre modèle économique, qui est très en lien avec le laboratoire de transformation. Sixième module, les restaurants tiers-lieux. Là, on est dans des véritables vitrines, lieux de privatisation, où on peut faire des actions diverses, hybrides, comme un tiers-lieu peut le faire. Donc, c'est là où on vient y intégrer l'intérêt général, mais on vient surtout, effectivement, avoir une capacité à faire connaître le projet sur un point donné et servir une cantine du midi, une autre offre le soir, des brunchs, voilà, plein de choses. Et le septième module et dernier module, c'est la formation, donc des cours de cuisine, mais aussi des modules pédagogiques qui permettent de former des collectivités, voilà, des personnes qui, sur des approches de résilience alimentaire, alimentation durable, anti-gaspi, mais même, je dirais, un peu plus loin, comment faire tiers-lieu, on vient effectivement entrer dans ce champ de la transmission. Et donc, ces 7 modules forment chez nous ce qu'on a appelé, alors, j'aime pas le mot franchise, je ne sais pas si c'est une licence de marque ou une duplication ou des joint ventures, vous appelez ça comme vous voulez, mais on va l'appeler franchise de territoire. Pourquoi? Parce que si on vient s'implanter, et c'est le projet là dans les quelques années qui arrivent, dans d'autres territoires, on vient tout ou partie à amener les modules. Si vous arrivez sur un territoire et qu'il y a déjà plein de choses qui existent, des tiers-lieux, je sais pas, une ceinture verte qui est venue fédérer des agriculteurs, etc., on va plutôt travailler sur des notions de coopération territoriale sur les modules existants, tant que nos modules indispensables, on peut nous les dérouler. Avoir un laboratoire et effectivement avoir à minima un service traiteur éco-responsable. Et donc l'hybridité, effectivement, et l'agitation économique réalisée avec ces 7 modules nous permet aujourd'hui de pouvoir adresser plein de champs sur ces questions de comment on mange demain. Et donc ça peut être l'offre de restauration de l'auditorium de Lyon, amener dans le cadre de B2B ou B2C, donc mariage, anniversaire, mais aussi séminaire, team building, effectivement des services de traiteurs, mais aussi dans nos lieux, du coup, voilà, organiser des karaokés, des concerts, si les concerts, des débats, mais aussi une cantine du midi. Et donc tout ça construit le modèle économique de la fabuleuse cantine. Merci pour toutes ces clés de compréhension de votre système. Lors de la préparation, on avait ensemble discuté à la fois la question du rapport à la ruralité du projet de la fabuleuse cantine et à la fois sur 2 expériences bien précises qui auraient été une tentative de réplication du modèle de restaurant à Cahors qui n'a pas pris et la transformation, et la création de cette conserverie avec un accueil bien plus positif de la part du territoire dans lequel vous vous êtes implanté. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces 2 expériences d'essaimage d'une certaine manière? Là où on a implanté effectivement ce laboratoire de transformation, là, cette conserverie, c'est complètement dans un petit village de 600 habitants, à Bussy-Albieux. Alors il est stratégique, c'est-à-dire qu'il est en plein cœur de 3 grandes métropoles. Si vous destinez un rayon à 80 km à vol d'oiseau, vous êtes au centre, à l'épicentre de la métropole de Clermont-Ferrand, la métropole de Lyon et la métropole de Saint-Étienne. Il s'avère que nous, on a la chance d'avoir des terres et beaucoup d'acteurs qui travaillent à la fois historiquement en bio et beaucoup de maraîchers maraîchères. Donc, on s'est mis à moins de 3 km des fermes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Monsieur Patate qui vient tous les lundis matins frapper à la porte et en même temps qui nous amène ses invendus et ses œufs, parce qu'il a 2000 poules. Il vient prendre le café. Donc, on a une sorte de proximité comme ça où on a créé 6 emplois en local. Vraiment, les gens du coin. Et là, pour le coup, c'est effectivement plutôt très, très positif. L'accueil, la façon dont on vient s'inscrire dans la dynamique du territoire et travailler là où ça n'existait pas. Personne ne travaillait en flux subi, n'avait envie de s'enquiquiner avec les queues de pleurotes. Et nous, on adore. Et donc, en gros, entre lactofermentation, plus effectivement toutes ces transformations, on vient jouer, même sur les 5 hectares qu'on plante, ils sont vraiment à Sainte-Foy-Saint-Sulpice, à 3 km de la conserverie. Il n'y a aucun paysan qui est en train de faire ce qu'on est en train de faire dans les champs, quoi. Avec une petite forêt nourricière,
en plantant des légumes qui sont une complétude de ce dont on a besoin nous, et donc qui ne rentrent absolument pas dans une forme de concurrence ou qui nous voient comme une espèce de néo je ne sais quoi qui d'un coup ne savent pas comment mettre des bottes dans un champ. Donc voilà, tout ça, on s'intègre, je trouve, de manière assez harmonieuse. Et ça, c'est génial. Mais on n'agite pas la vente là-bas. On agite la production. L'autre témoignage, effectivement, sur le rapport à la réalité dans une duplication, alors on n'y est pas allé comme ça en claquant des doigts. Nous, on a fait 3 levées de fonds. Je suis en train de finir la 4e. Et en gros, dans les levées de fonds, c'est assez singulier. On a pas mal de gens qui sont venus investir chez nous comme s'ils venaient investir dans la tête d'un projet qu'ils avaient, eux, dans leur tête. Et en l'occurrence, dans le cas de Cahors, c'est un de nos investisseurs qui, dans son village de naissance, parce qu'il a vendu son entreprise, parce que voilà, il a plutôt bien réussi, il souhaite encore transformer son village en éco-village. Et donc, c'est dans un tout petit village à côté de Cahors qui s'appelle Luzèche. Et du coup, il y a une base nautique assez complètement incroyable, d'ailleurs assez merveilleuse. Et du coup, il a voulu implanter une fabuleuse cantine et il nous a demandé, investi chez nous, ce n'était pas une obligation forte, mais voilà, il nous a demandé de l'aider à implémenter un projet autour de nos valeurs, effectivement, à Luzèche. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est attelé dans une analyse pendant 1 an. Et en gros, c'est des territoires où il y a quand même des touristes. Et ça, c'était quand même très important, nous, dans notre analyse, parce qu'entre locaux et touristes, on pouvait gagner du temps pour embarquer effectivement toute une population, parce qu'on sentait bien et on sent bien qu'il y a une jeunesse qui, elle, a complètement épousé les nouveaux codes, mais qu'il y a aussi une ancienne génération qui, pour le coup, n'est pas complètement sensible en tout cas, à nos approches sur la place du végétal versus la place du carnet, sur ces approches de cuisine créative et de jardin où, effectivement, si vous habitez en plein centre de Lyon, vous entendez très peu d'oiseaux et vous n'avez pas trop de carottes à aller chercher quand vous sortez de chez vous. Mais quand vous êtes en ruralité, c'est complètement une autre approche. C'est-à-dire que ce bon sens paysan, ils l'ont presque jamais quitté, j'ai envie de vous dire. Donc, on est arrivé et ça a été quand même assez violent. Je pense qu'il y a eu une violence qui était double, c'est-à-dire à la fois une non-compréhension d'amener des codes de nouvelle alimentation, mais aussi parce que vous arrivez avec celui qui veut transformer le village et qui n'est pas forcément le plus aimé parce qu'il y a la nouvelle personne qui a réussi, qui revient et qui peut bousculer des anciens qui ne souhaitaient pas que le village se transforme. Donc, c'est une sorte de mélange. Je ne peux pas parler d'une sorte d'échec absolu dans toutes les ruralités avec des projets comme la fabuleuse cantine, mais ça nous a quand même très échaudés en nous disant que on voyait bien qu'il y avait des pulses dynamiques qui se mettaient en œuvre assez facilement dès qu'on était sur des territoires où toutes les questions du régénératif, de la transition écologique, climatique, de résilience aussi, de réapprendre à faire avec ce qu'on a, d'économie circulaire, étaient très avancées. Alors, bien évidemment, nous, avec Lyon et la métropole de Lyon, on est complètement là-dedans, mais même Saint-Étienne, on sent que voilà, la ville est assez grande pour pouvoir effectivement épouser ces codes-là plus facilement. En tout cas, nous, avoir le temps nécessaire de consolider un modèle. Dans des endroits où ils n'ont pas complètement l'habitude de brasser ces nouvelles approches, c'est beaucoup plus délicat. En tout cas, nous, on n'y va plus, quoi. On est très, très effrayés par se dire que on y va, ou alors si on y va, ou si on pose une analyse, elle est accompagnée. C'est-à-dire elle est accompagnée par la collectivité qui souhaite investir dans cette transformation, en transformant aussi sa géographie en quelque sorte, et on peut participer à ça. Mais du coup, là, vous rentrez dans une phase où pendant 3 ans, vous êtes très accompagné financièrement, ce qui vient permettre effectivement d'avoir du souffle pour gagner et acheter du temps. Donc, c'est un peu les expériences sur lesquelles je peux témoigner qu'on a eu il y a quelques temps. On a dupliqué une fois à La Rochelle, assez tôt d'ailleurs, où là-bas, on a un restaurant tiers-lieu. On n'a pas encore dessiné les autres modules, on est en train d'y réfléchir. Ce sera pour, je pense, d'ici de 0 à 3 ans, on aura la suite des modules. Et là, par contre, c'est complètement autre chose. Vous êtes dans des villes, d'ailleurs, c'est là-bas qu'est né le vélo en ville. Hein. Il n'est ni né à Lyon, ni à Paris, ni je ne sais où. Il est né à La Rochelle.